Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Rentier en immobilier à 27 ans avec Marie et Julien. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille de la jeunesse, parce que je vous avoue que ça m'a fait bizarre quand ils m'ont dit leur âge, parce que 27 ans, c'est l'âge à laquelle moi j'ai démarré mes investissements, et j'en ai 37 aujourd'hui à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode. Et donc, Marie et Julien, je les ai rencontrés via Instagram. Ils avaient été également interviewés sur le podcast Money Mindset de nos chers amis Charlotte et Laurent. Et du coup, voilà, je suis trop contente de les avoir parce qu'apparemment, ils ont un parcours vraiment intéressant. Donc, j'ai trop hâte de les découvrir aujourd'hui avec vous. Donc, salut Marie, salut Julien, comment ça va? Hello Salut, Dorine. très bien et toi? Je suis ravie de vous avoir. On va pouvoir papoter et que vous nous racontiez votre parcours parce que j'ai l'impression que vous avez une énergie et un dynamisme et aussi entre guillemets, un autre angle de vue parce que comme vous êtes plus jeune, vous êtes peut-être, bon, j'ai pas envie de parler comme si j'étais une vieille, mais une génération qui a peut-être plus conscience ou peut-être plus envie de bouger plus vite, plus tôt que nous. On s'est peut-être un petit peu laissé embourber dans le salariat à un moment donné, en se disant il y a moyen que ce soit cool. Et puis en fait, on a mis quand même 10 ans à comprendre qu'en fait, non. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez compris ça beaucoup plus vite que nous. Donc, racontez-nous déjà, je veux bien un petit peu de contexte déjà, rien que de votre famille, parce que j'ai toujours besoin, moi, je trouve, de rassurer les auditeurs en mode bon, peut-être que vous êtes né hyper riche avec des parents très riches, c'est possible, et je vous en On voudrais aurait pas. aimé. On aurait aimé, ouais, malheureusement. Mais en tout cas, juste de rassurer les gens que vous êtes des gens normaux, voilà, et qu'il n'y a pas d'excuses. Voilà, juste un petit peu votre background, chacun votre tour, d'où vous venez, en quelques. Voilà. Bon, je vais commencer du coup. Bon, bonjour à tous, je m'appelle Marie, j'ai 27 ans. Alors, moi du coup, je viens d'une famille de 4 enfants. J'ai des parents qui étaient militaires. Donc voilà, très dans le cadre, les règles, etc. Et c'est vrai que j'ai une scolarité qui était plutôt normale. J'ai décidé de partir en expertise comptable quand j'ai dû choisir mes études, un peu dans la perspective, faut le dire, d'un ascenseur social. Donc j'ai fait mes 8 ans d'études et j'ai commencé à travailler en job salarié dans un cabinet comptable. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler, c'était en 2020 et le contexte a fait que je pense que démarrer sa carrière professionnelle dans un contexte de confinement, etc., c'était peut-être pas l'idéal. Et c'est vrai que ça a été une claque gigantesque. Vraiment, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'on va vraiment faire ça pendant les 40 prochaines années? Pas sûr. Et voilà, et entre-temps, j'avais rencontré Julien qui était déjà un peu plus aguerri sur l'investissement et qui m'a un peu ouvert la porte à tout ça. Si tu veux te Ok, présenter. parce que donc, toi, tu as fini tes études. Expert comptable, c'est combien d'années d'études Alors, c'est 8 ans. C'est un peu comme notaire, en fait. Tu vas jusqu'au master. Et après, en fait, tu as 3 ans de CDI à temps plein où tu prépares ton mémoire, etc. Et du coup, j'ai fait mes 8 ans. Ok, ok. Et donc, toi, Julien? Et donc moi, pareil, j'ai 27 ans, on a le même âge tous les deux, on est de la même année. Je viens d'une famille où mes parents sont profession libérale. On est une famille de deux enfants, on vivait assez bien quand j'étais petit, mais ça c'est peut-être un des points qui fait une particularité, c'est que dès l'enfance, j'ai senti que on vivait un petit peu au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire, je sentais que mes parents ils couraient toujours un peu après l'argent, alors pourtant ils gagnaient bien leur vie. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que quand entre guillemets je gérerai moi-même mes propres finances, je ferai en sorte de jamais être en manque ou de jamais avoir l'impression de courir un peu derrière les revenus. Et c'est vrai que pour le coup, quand je suis arrivé, on va dire, au lycée et au début des études, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Le monde du travail, ça me parlait pas trop. C'est toujours un peu compliqué. La fameuse phrase qu'on peut poser à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être heureux et pas faire un métier. C'est un peu plus ça.
Et au final, dès ma deuxième année de fac, j'avais commencé un peu un job étudiant et je voyais bien que ça me prenait beaucoup de temps, que ça me fatiguait. Et j'ai commencé un peu à me poser la question, ben, comment est-ce que je pourrais faire pour gagner de l'argent sans échanger mon temps? Et c'était vraiment une question que je m'étais posée à l'époque parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les pubs Instagram sur des formations. Alors, il y avait des premières vidéos YouTube, mais c'est vrai que c'était des trucs très nichés. Il fallait vraiment avoir cherché pour tomber dessus. Mais j'ai commencé un peu à me poser des questions. Alors, j'ai fait un peu le parcours classique de celui qui commence à s'intéresser à l'investissement. D'abord, on regarde un peu des paris sportifs, ça marche pas. On regarde du trading, ça marche pas. On regarde des cryptos, ça marche un petit peu, mais bon, j'ai bien compris que je serais pas millionnaire en un an avec ça. Et finalement, on est fin 2017, j'ai tout juste 20 ans et je me dis, bah tiens, l'immobilier, ça serait peut-être un levier possible. Problème, je suis toujours dans les études, donc j'ai pas de CDI, je vois bien que ça va pas être possible d'emprunter. Et un de mes deux parents accepte de s'associer avec moi dans une SCI. Donc, entre guillemets, il me donne juste ses documents pour que je puisse présenter un dossier à la banque. Et c'est moi-même qui, vont dire, fait la visite, monte le truc, va rencontrer le banquier. Le banquier, d'ailleurs, à l'époque, il se demande pourquoi un jeune de 20 ans qui est en études se met en tête de vouloir acheter un appartement alors que c'est pas pour y vivre. Et c'est comme ça qu'on fait notre première opération en 2018. Alors attends, trop intéressant, là j'ai déjà plein de questions qui Ouais, me viennent, donc pas de j'ai soucis, je j'ai pense. déjà beaucoup d'éléments. Alors, la première chose, c'est que c'est intéressant, tu as un exemple, en fait, pour parler du fait que quand tu étais jeune, tu dis que tes parents, tu sentais qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens, ils gagnaient bien leur vie. C'est intéressant parce que, enfin, de détailler un petit peu pour que les gens peut-être se reconnaissent peut-être Oui. dans le comportement que tes parents avaient. Enfin, c'est quoi exactement? Tu as des exemples? Comment t'es un enfant, tu te dis, bah, mes enfants, bah, profession libérale, je sais pas, tu peux dire un petit peu le type de métier qu'ils Oui, avaient? bien sûr, ils sont vétérinaires. Ok, les deux sont vétérinaires. Tout Donc tu à te dis, fait. bon, bah, on gagne bien notre vie. Et comment tu fais que Alors, tu te dis que tes parents, ils sont stressés quand même financièrement? bah, avec des exemples, c'est-à-dire que par exemple, on a la machine à laver qui tombe en panne, on sent que c'est un sujet qu'elle est tombée en panne et qu'il faut la remplacer, que c'était pas prévu ce mois-ci. Et ça, c'est des trucs où bah, aujourd'hui, je suis quand même relativement heureux. Après, chacun peut voir un peu le niveau de vie qu'il veut, mais de se dire que voilà, si notre machine à laver tombe en panne, pas de souci, on la met à la déchetterie, on en a racheté une. Et bon, c'est toujours un peu, des fois, tu dis bon, j'aurais bien aimé qu'elle me dure un peu plus longtemps. Mais à l'époque, je sentais vraiment que c'était des trucs où dès qu'il y avait des sorties d'argent imprévues, c'était tout de suite un sujet qui avait relativement de l'importance. Et on va dire maintenant d'avoir plus de recul là-dessus, plus de maturité, d'en discuter avec eux, je voyais bien qu'à cette époque-là, effectivement, ils étaient ric-rac de chez ric-rac, ils avaient pris la plus grosse maison possible pour qu'on puisse bien vivre, mais je veux dire, ils étaient au max de leur endettement, ils avaient les deux voitures en leasing, ils payaient beaucoup d'impôts, il y avait beaucoup de voyages, donc il y avait des choses qui justifiaient qu'ils n'étaient pas à l'aise. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je le ressentais avec ce type d'exemple où Ok. justement le fait de rentrer en vacances, on sentait bien que quand on rentrait en vacances, ben, il fallait faire attention aux petites dépenses, etc. Alors que pour autant, ils avaient une gestion de l'argent, c'est-à-dire que le frigo, on a toujours énormément gaspillé de nourriture. Alors que, Ouais. bah, par exemple, moi, je me suis remis un point d'honneur que dans mon frigo, il y a juste ce que j'ai besoin de manger sur la semaine. Et si je jette, bah, entre guillemets, c'est que je me suis mal débrouillé parce qu'on n'est pas censé jeter de la nourriture, que ce soit question monétaire ou même question de. Éthique, Ouais, ouais, voilà, on financière. économise, tu vois, Mm. sur le fait de ne pas gaspiller. Et c'est vrai qu'à la maison, le frigo était toujours plein. Il y avait toujours énormément de choses qu'on jetait chaque semaine parce que ben, ça périmait dans le fond du frigo. Et c'est des petits exemples comme ça qui me sont vraiment restés depuis, je pense, dès mes 10 ans, je pense. Non, mais c'est trop intéressant. Et tu penses que tes parents, enfin, t'as fait une rétro-analyse de pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'en fait, les deux, ils étaient pareils? Oui, les deux étaient pareils. En fait, c'est parce qu'ils aimaient un confort de vie et qu'en fait, ils n'avaient pas fait les choix en face. Mais après, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais après, j'étais banquier d'affaires, donc c'est des profils que j'ai vus en banque. Et c'est vrai que les professions libérales ont un sentiment d'un certain statut social qui va s'exprimer par un confort de vie relativement élevé. Et du coup, la profession libérale qui est très taxée en France, donc certes, qui gagne bien sa vie, mais qui paye énormément d'impôts, en réalité, tout ce qui lui reste à la fin, elle en dépense le maximum pour justement valoriser son niveau de vie. Et pour moi, c'est un peu des phénomènes sociaux, tu vois, dans le sens où ils s'en rendent pas compte, mais toutes les professions libérales font ça. J'ai connu plein de médecins qui faisaient exactement la même chose, des dentistes, même des kinés. Donc c'est vraiment des phénomènes qu'on retrouve et où effectivement, quand on les voit arriver dans la rue avec la plus belle voiture, on se fait ah ben tiens, cette personne-là, elle gagne bien sa vie, ça se voit, elle est à l'aise, etc. Alors que souvent la voiture est en leasing et il a sans doute moins d'argent que le chef d'entreprise qui se balade en claquette. C'est souvent
des Ouais, ouais. schémas Non, mais que c'est qu'on a hyper pu voir. intéressant parce que ça me parle vachement tout ce que tu racontes. Je suis d'accord et c'est rigolo. Nous, typiquement, on a notre voiture. Bon, elle est quand même bien, hein. Cyril il me dit, ah, elle est quand même bien notre voiture, mais nous, on a une Volkswagen Touran et puis il me dit, Oui. ah, on pourrait acheter un gros truc, machin, Mercedes, classe V, machin. Mais en fait, à chaque fois que je fais le calcul, je me dis, non, mais claquer 50 000 € dans une voiture, franchement, on peut pas faire mieux, quoi. Oui. Du coup, je m'en fous, quoi. On va rester dans notre Volkswagen, Complètement. elle est très bien. Bah ouais, elle a 8 ans, bah ok, et alors, quoi. Peut-être même 10 ans maintenant, j'en sais rien, mais. Bah, ouais, c'est marrant. Et en fait, pourtant, on a des copains qui gagnent bien leur vie, qui ont un bon job, mais eux, tu vois, tu sais, c'est important pour eux d'avoir la plus belle voiture en leasing, Ah oui, c'est sûr. machin, pour leur statut, quoi, tu vois. Et moi, c'est vrai que c'est intéressant le mindset. Et toi, t'as réussi à sortir du coup du mindset de tes parents en te disant, ouais, Bah, c'est surtout que j'ai l'impression qu'ils s'emprisonnent en fait quand tu commences à t'engager dans des grosses dépenses, à élever ton niveau de vie. La réalité, c'est que c'est très difficile de redescendre, donc tu ouais. es coincé dans ta situation. Donc je pense que c'est. Alors, est-ce que c'est générationnel? Je sais pas, mais oui, c'est un peu ce qui s'est passé, ouais. Ouais, mais après, je pense pas que ce soit générationnel parce que je pense que Je sais même pas. aujourd'hui, c'est Oui, encore le Ouais, cas. Je pense je que pense c'est un aussi. problème éternel de gérer son ego, de comment on se présente à la société. Et... Exactement, ouais. Ouais, bah, tout à fait. Pour moi, c'est la société de consommation. Et pour moi, justement, quand tu commences à prendre ce chemin de l'indépendance financière, il faut que tu comprennes que tu en sortes de là et que tu seras jamais indépendant financièrement si tu restes un consommateur finalement. ouais. Et je pense que c'est vraiment ça le plus important à comprendre et que, effectivement, je pense pas que c'est dans leur génération. Je pense que la nôtre fait exactement pareil, peut-être même davantage, difficile de l'estimer. Mais c'est surtout, effectivement, que tu restes dans le truc de dès que j'ai de l'argent, je vais le dépenser parce qu'il faut que le fait que j'en gagne, tout de suite, je le montre. Bah Alors ouais. qu'en réalité, c'est plutôt un outil qui doit te servir à faire ce que tu as besoin ou envie de faire, mais si tu n'en as pas envie ou besoin, autant que ça continue à fructifier autrement, quoi. Ok. Et donc ça c'est, donc on continue parce que j'ai les questions encore qui me viennent Oui, de ce que la première chose d'accord. que tu m'avais raconté. Donc après, tu as expliqué que donc tu es en études, tu es en deuxième année, je sais plus de De quoi fac exact, en droit. en droit, ok. Euh, et là, tu te dis, ouais, il faut que j'investisse en immobilier parce que tu as fait les tests de différents trucs que tu as tenté. Et tu t'es dit, ouais, l'immobilier, c'est le truc le plus viable et avec le plus de puissance possible, probablement Oui. avec l'effet de levier, si c'est le truc qui t'avait un peu Mais mis en en fait, je tête. me suis vite rendu compte que, par exemple, le trading ou les cryptos, ça pouvait marcher, mais le pourcentage de réussite était très faible. Ouais. Et entre guillemets, bah, il y avait les statistiques qui fait que ça aurait pu marcher pour moi étaient contre moi, on va dire. Alors que l'immobilier, je me suis dit, ok, tu ne deviendras jamais millionnaire en un an. Par contre, si tu le fais suffisamment longtemps, il y a un moment où ça payera très fort. Et Ouais. du coup, c'est comme ça où je me suis dit, en réalité, je pense qu'en 2018, je me voyais quasiment où j'en étais aujourd'hui. Dans mes projections, je m'étais dit, bah, sans doute qu'autour de 27-28 ans, j'aurais assez de biens que pour pouvoir ne plus être obligé de travailler. C'était déjà cette vision que j'avais, mais c'est vrai que ça paraissait quand même loin, parce que quand on a 20 ans, se projeter à 27 ans, on est déjà dans la fin de sa vingtaine, c'était, on va dire, c'était un rêve, mais qui était pas... qui était beaucoup moins défini que ce que je l'explique aujourd'hui, quoi. Oui, oui, oui. Mais tu savais que voilà, tu savais la direction dans laquelle tu devais C'est aller. ça. Et alors ensuite, le truc qui m'interpelle, c'est comment t'as fait pour dire à ton papa à 20 ans, salut papa, enfin je sais pas, c'était lequel des C'était deux ma parents? maman. C'était C'était ma ta maman. maman, pardon. Donc salut maman, je vais faire de l'immobilier parce que ça me saoule mes études et j'ai pas envie de bosser. Enfin, ou je sais pas si tu leur as dit, d'accord, ou est-ce que t'as caché cette partie-là de l'histoire pour la convaincre? Et tiens, viens, on va investir ensemble, tu te portes caution de mes prêts bancaires ou, enfin, comment déjà t'as amené les choses? Le... Et ensuite, alors déjà, comment t'as amené les choses et après on va parler de concrètement comment t'as mis ça en place. D'accord. Bah, en fait, le truc qui est assez drôle, c'est que bon, mes parents se sont divorcés, je vivais plutôt avec ma maman à cette époque-là. Et quand je devais avoir 16 ans, elle avait eu l'idée de s'acheter un appartement parce qu'elle s'était dit, je vais rembourser un prêt, faire de l'effet de levier et ça me servira pour ma retraite. Donc c'était quelque chose qu'elle avait imaginé 3 ou 4 ans avant. Elle m'avait demandé conseil à moi, 16 ans, ado, qui n'y connaissait rien. Et moi, je lui ai dit, franchement, je pense que c'est pas une bonne idée. C'était vraiment ce que je lui avais dit à ce moment-là. Et du coup, en réalité, quand je lui ai Et elle l'a fait reproposé ou elle l'a pas fait alors? non, elle Elle l'a fait. l'avait pas fait Ah finalement. oui, tu l'as découragée, ouais. Je l'avais découragé. Et quand 4 ans après, finalement, je lui dis, écoute, l'immobilier, c'est peut-être une bonne idée, elle a été assez rapidement partante, même beaucoup plus vite que ce que je l'aurais pensé. Après, bien évidemment, on n'est pas parti sur un immeuble de 1 million avec 20 appartes. Non, c'était un petit appart qu'on a acheté 53 000 euros. Donc, le risque financier était quand même relativement faible. Mais c'est vrai qu'elle a accepté de le faire avec moi. Mais je sentais que
elle aime bien en fait cette idée de pouvoir avoir du patrimoine parce qu'elle se rend quand même compte de l'intérêt que ça a, mais par contre, elle aime pas trop le process. C'est-à-dire que elle était finalement assez contente que ce soit moi qui gère ces questions-là, qui m'occupe de aller le visiter, de voir l'agent immobilier, de voir le notaire, de voir le banquier. Surtout que je commençais, on va dire, ça faisait 2 ans que j'étais en études de droit, et du coup pour elle, je commençais à être un peu le sachant dans ce Ouais. domaine-là. Du coup, elle s'était dit bon ben mon fils gère, je lui fais confiance et ça avance. Et c'est vrai que je pense que tous les parents n'auraient pas eu Ouais. une aussi grosse confiance en leur enfant qui avait à peine 19 ou 20 ans. Donc c'est vrai que là-dessus, on va dire, elle a fait un Elle gros a jeu. géré, Ouais, ouais. elle a vraiment géré là-dessus. Mais c'est vrai que ça n'a pas été si compliqué La de la convaincre. convaincre en tout cas. Trop bien, trop, trop bien. Et parce qu'elle, elle avait sa RP ou pas à ce moment-là enfin, sa résidence principale? Elle Oui, avait tout à déjà fait. sa résidence principale, ça Elle c'était avait pour des... faire du locatif en plus, quoi. C'est ça, pour faire du locatif en plus, tout à fait. Ok, ok. Et donc maintenant, parce que c'est intéressant, je pense que les gens, ça les intéresse parce que même en vrai, quand t'es plus vieux, parce que maintenant je me vois vieille là à Oui. cause de vous, mais, en fait, ça peut arriver, hein, des dossiers bancaires qui sont un peu ric-rac, même pour des gens qui sont déjà dans la vie active ou qui rentrent dans un seuil d'endettement et qui se disent, tiens, bah, mes parents sont intéressés par s'associer avec moi, soit parce qu'ils ont envie de mettre un peu de cash dedans, soit parce qu'ils se disent, ah bah oui, ça va adoucir ma retraite, j'ai envie de me mettre avec toi. Euh, Comment vous avez fait concrètement d'un point de vue légal? C'est-à-dire, vous avez créé une SCI, vous avez fait de l'indivision. Comment tu t'es dit, est-ce que c'est elle qui met de l'apport ou elle est juste caution et toi tu possèdes entièrement le bien? Enfin, comment t'as amené les choses et... Non, on a fait une SCI 50-50 avec ma maman, où entre guillemets, elle, elle amenait forcément l'apport chez le notaire, et c'était ses revenus qui permettaient de convaincre la banque de faire le prêt à la SCI. Mais on a fait comme ça 50-50, et c'était ce qui me paraissait Juste, ouais. bien à l'époque. Et Ok, de toute façon, enfin, l'avantage c'est qu'en plus pour ma maman, je suis enfant unique de son côté. Donc entre guillemets, il n'y avait pas de problématique d'héritage ou ces choses-là. Elle s'était dit, bah de toute ok. façon, Parce que ça lui t'avais dit revient. tout à l'heure que vous étiez deux, mais donc en fait Ouais, c'était... j'ai une sœur, mais elle est du côté de mon père. Ok, ok, ok. Ok, donc ouais, c'est sûr que ça facilite parce que je sais que Oui, quand on est comme ça, là, justement, je parlais avec des clients hier oui, où il part sur un énorme projet et puis il était là, ouais, mais je vais peut-être m'associer avec mes parents, machin, mais tu sais, il y a les frères. Alors en fait, tout de suite, dès que le parent, il veut donner du cash pour l'un des enfants qui a un projet, tu sais, ça peut créer des tensions avec les oui, autres frères. tout Enfin, à fait. tu vois, tout de suite, donc en effet, c'est cool d'être enfant unique sur C'est certains un peu points. l'avantage. Ok, ok, donc vous êtes parti comme ça, c'est cool. Ah oui, en plus, de toute façon, tu sais que tu es le seul héritier de ta mère, Oui, donc le c'est problème, il est ça. réglé, quoi. Nickel, donc, alors désolé, donc on a déjà un petit peu régressé. Donc Oui. ensuite, donc, t'as commencé ça tout seul, t'étais pas encore avec Marie? En fait, elle arrive. euh, Juste au moment où tu as c'est signé ça. l'appartement. C'est-à-dire qu'on visite l'appartement en janvier, ça met un peu de temps, parce qu'en plus, à l'époque, j'avais immatriculé tout seul la SCI, et ça a mis quasiment 6 mois. Du coup, on le signe en juillet 2018, et nous, on se rencontre en août 2018. Ouais. Ok, et là, tu te dis, oh là là, mais c'est quoi ce mec? Bah, tu te dis quoi? Tu te dis, ah, c'est cool, il sait ce qu'il veut dans la vie? Ouais, ou- alors en fait, il m'en a pas immédiatement parlé de l'appartement, mais par contre, c'est vrai que bah, bon, je pense qu'entre nous, ça a été très clair dès le départ, assez évident. Et du coup, on a vite parlé un petit peu de bah, notre vision de l'argent, de comment est-ce qu'on se voyait plus tard, etc. C'est pas une blague, il m'a passé un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Et en vrai, ça a été la révélation. Là, je me suis dit, waouh, effectivement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et en fait, bah, vu que c'était très sérieux entre nous dès le départ, c'est comme ça qu'après, en fait, on s'est directement projeté enfin, pour acheter de l'immobilier ensemble. Trop bien, trop bien. Donc en gros, toi, t'avais pas encore trop la tête à ça. Parce que quand t'avais commencé Ça faisait donc... Vous avez le même âge, donc pareil, t'étais à 2 ans d'études à ce Ouais, moment-là. voilà, on Bon, s'est on commençait notre troisième année quand on Ouais, commençait. c'est ça, voilà. Donc, bah, en fait, là, il fallait que moi, j'attende d'être finançable, donc d'avoir un CDI et un petit peu d'argent de côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que Julien, il avait la possibilité d'acheter des biens avec sa mère. Donc, je l'ai aidé le temps que moi, j'arrive à mettre de l'argent de côté et que j'arrive à avoir un CDI. Et une fois qu'on a eu le CDI et que j'avais l'argent de côté, on a créé nos sociétés ensemble et là, on a pu investir ensemble. Ok, ok. Et donc,
Ce qui m'intéresse, donc parfait, donc j'ai tout compris. Donc là, ça y est, t'es embarqué dans la suite. Exactement, l'aventure immobilière. C'est ça. Tu prends ton mal en patience parce que ça doit pas être facile, je trouve. En tout cas, bon, j'ai l'impression que vous étiez hyper amoureux et que vous saviez exactement que c'était du sérieux, mais moi, j'aurais eu ce côté un peu en mode, non mais attends, je vais pas t'aider pendant 10 ans là avec tes projets à toi, j'ai même pas mon nom écrit nulle part là. Alors, bah, du coup, ça n'a pas duré si longtemps que ça a duré 3 ans où j'ai pas pu investir avec toi, je crois. Oui, avant qu'on fasse le premier ensemble, ouais, Ouais, ça a été 2 ans et demi. 2 ans et demi, mais bah, c'est un peu aussi Julien qui a été honnête là-dessus, je l'ai aidé, mais d'un autre côté, je veux dire, j'en profitais aussi, tu vois, l'argent qui est rentré dans les SCI, bah, c'est aussi, vu qu'il avait ses parts dans cette SCI-là, ça lui a permis de mettre l'apport dans les nôtres après. D'un point de vue, je pense qu'on peut le dire, des finances personnelles, Julien, il a toujours un peu plus contribué que moi parce que j'avais moins de moyens. Donc, c'est un équilibre en fait Ouais, vous qui est... avez trouvé cet équilibre. Ah, mais je Voilà, c'est comprends mieux. Ok, ouais, c'est intéressant super. je pose les questions Tout à fait. Bah, parce que, ouais. ouais, je disais, en fait, c'est vrai que sur la vision de couple, on a toujours été très alignés. Nous, il n'y a pas de, comment dire, on se pose jamais la question moitié-moitié, Ah contribution. ouais. En fait, je pense qu'on a un peu la même vision que si tu veux avancer dans la vie, il faut être à deux. Et que, bah, en fait, une fois que tu es deux, bah, tu deviens un peu qu'un. Donc, entre guillemets, ces questions-là s'effacent un peu. Mais c'est vrai que tu as raison là-dessus. Et tous les couples n'auraient peut-être pas eu ce même raisonnement de se dire, bah, attends, je vais quand même t'aider, je vais y passer du temps. En plus, bah, entre guillemets, comme elle était dans la comptabilité, ça avait quand même un gros avantage pour nous. Donc, elle nous faisait les comptas gratuitement. Il y avait beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on a pu avancer, faire des économies qui nous ont permis d'avoir plus d'apports pour aller plus vite. Donc, on avait un peu créé notre propre circuit d'investissement ensemble. Et c'est vrai que ça a mis un petit bout de temps avant qu'on puisse faire notre premier projet. Mais il n'y a jamais eu de soucis par rapport à ça parce qu'en fait, on savait là où on allait aller. C'était déjà, je dirais pas que c'était écrit, mais entre guillemets, la direction était donnée. Ah ouais, c'est intéressant parce que moi, par exemple, avec Cyril, je sais que nous, ça nous bloquait vachement ça, hein. Oui. On J'étais peut-être un peu moins sympa, tu vois, mais je sais qu'à l'époque, quand il cherchait lui, il réfléchissait, je fais quoi, machin, j'ai 30 ans, faut que je m'y mette, nana. Moi, j'étais vite en mode, ouais, non, mais gars, tu vas pas acheter tes trucs tout seul là dans ton coin, et puis moi, je vais faire les allers-retours avec les enfants dans les pattes, et puis toi, tu auras ton truc, et Logement. moi, j'aurai rien, quoi. Oui, Donc, mais après, voilà, ouais, je sais pas. Mais en même temps, on avait les enfants, je voyais le truc, je me voyais déjà, tu sais, m'occuper des enfants le week-end, pendant que lui qui allait s'occuper de ses biens Gérer son immobiliers. Bon, c'était différent, mais en tout cas, moi, je sais que j'avais eu un problème dès le départ, en mode, soit on fait à deux, soit on fait rien, tu vois. tout à fait. C'est pas le même contexte, je suis d'accord. Vous Oui, aviez je pas. pense. Puis il y a l'âge qui est peut-être un peu Oui, je différent. Je pense pense, Oui, que ouais. ça peut un peu jouer parce que c'est oui, vrai que, entre guillemets, comme on a eu un peu l'avantage de partir de zéro tous les deux, il y avait pas l'impression de faire profiter l'un d'un avantage substantiel ou quelque chose comme ça. C'était oui. juste, en fait, de toute façon, si on veut, je veux dire, on est tellement loin des objectifs auxquels on aspire que dans tous les cas, vaut mieux qu'on se tire au maximum et pas qu'on commence d'entrer à mettre des barrières là-dessus. Mais c'est vrai que ça a été un sujet. Même aujourd'hui, on a beaucoup d'amis qui nous posent: ah, mais attendez, vous êtes mariés, vous n'avez pas fait de contrat de mariage, je Ouais. comprends pas. Enfin, c'est des questions qu'on a Ouais, ouais, régulièrement ouais. sur ce type de sujet, quoi. Bah, c'est intéressant pour en parler après, en plus de ça. D'accord. Du coup, donc, donc là, je resitue. Donc, vous avez 20 ans, vous commencez votre troisième année d'études. Là, tu continues tout seul avec ta maman à l'appui pour continuer quelques appartes. Oui. T'accélères encore ou t'es en phase tranquille au début, là, les deux Au- premières? oui, au début, on est en phase tranquille. On achète un appart en 2018, on achète un deuxième appart début 2019, sachant qu'on fait tout à peu près progressif. Par exemple, le premier appart est déjà loué, donc on va dire c'est un investissement où une fois qu'il commence, il n'y a rien d'autre à faire. Le deuxième, c'est un peu plus de travail parce que l'appart était très bien, on a fait une très belle négociation, mais par contre, il y avait besoin d'un petit coup de rafraîchissement qu'on a fait nous-mêmes. Donc pareil, il a fallu mettre un peu la main à la pâte 2 semaines enfin, le faire en sorte qu'il soit bien. Et en plus, derrière, le mettre en location, c'est notre première mise en location avec toujours le stress. En plus, on le met en location fin février. Moi, à l'époque, dans ma tête, il y avait pas de. Je comprenais pas qu'il y avait une saisonnalité dans la recherche de locataires. Donc, bon, à l'époque, on est quoi, février 2019, c'est le marché immobilier est quand même moins tendu qu'aujourd'hui. Entre guillemets, je mets l'appart en annonce sur le bon coin. J'ai peut-être eu un, deux appels en une semaine. Je me dis, ah bah, comment ça se fait? C'est pas possible. Je me suis pas trompé sur le loyer. Pourtant, je vois qu'il y a d'autres biens au même loyer. Et en réalité, début mars, d'un coup, le téléphone n'arrête plus de sonner parce qu'on repasse dans une saison un peu différente. Donc ça, ouais, c'est les premiers apprentissages là-dessus. On fait le premier immeuble de rapport fin 2019.
où là, c'est pareil, un petit immeuble, 100 000 euros, 3 appartements, sur lequel on aura pas mal de galères. On pourra peut-être y revenir après. Celui-là, depuis, on l'a vendu d'ailleurs. Et c'est à peu près toutes les OP que je fais avec ma maman jusqu'à ce qu'on arrive en 2020 où je fais ma première OP tout seul parce que je viens d'avoir mon premier CDI. Et, On voulait et tester le LMNP, ouais. c'est ça, on voulait tester le LMNP. Et je me dis, bon, ben, j'ai fait quelques OP avec ma maman, mais ça serait bien quand même que j'en fasse aussi moi tout seul. Donc je fais ce premier immeuble-là et on le fait pas à deux parce que ben, toi, à l'époque, t'es pas encore en Non, en CDI. fait, tu as été en CDI avant moi, donc C'est ça, et qu'on se dit que ça va être compliqué si, entre guillemets, moi je viens juste d'être en CDI, elle l'est pas encore, ça risque de compliquer un peu le dossier bancaire, c'est pour ça qu'on le fait pas à deux. Et après, je pense que notre première OP ensemble, elle doit arriver début 2000, non, enfin, milieu 2020 2021, je pense qu'on va le visiter 2021, dans le deuxième trimestre 2021. c'est ça. Et c'est un immeuble, ouais. Voilà, et c'est un immeuble aussi de 4 lots. Mm. Ok, Et ok, donc vous faites j'appelle ça des petits projets. Enfin, c'est quand même c'est quand même pas mal. Enfin, oui, en fait, tu commences un petit appart, ensuite un petit appart, ensuite un immeuble de 3 lots, ensuite un immeuble de 4 lots, c'est ça. et À, ensuite, nou- à ouais, nouveau un immeuble de 4 lots. ouais, Et c'est vrai qu'on a fait assez peu de grosses OP, hein. Nous, on a Ah vraiment fait ouais, la méthode où on faisait 2 OP par an ouais, et mais grosso modo. constamment, quoi. Exact. Ben, exactement. c'est des fois ce que nous, on a dit dans le podcast il n'y a pas très longtemps, c'est que là, c'est la première période, je pense, en 6 ans qu'on n'est pas sous compromis de vente. Ah ouais, Donc, en fait, dès qu'on signait un compromis, on partait déjà à la recherche du suivant, parce que le temps que le dossier bancaire se monte, qu'on fasse la signature et tout, en fait, on pouvait enchaîner sur le suivant. C'est mais tellement lent c'est que... génial. Mais alors, c'est hyper intéressant parce que moi, bah, nous, je sais, on a plus fait des opérations un peu plus grosses et encore, elles sont pas. Enfin, nous, on avait 4 apparts le premier immeuble plus un local commercial, 6 apparts le deuxième et 15 apparts le troisième. Nous, D'accord? nous, on a fait plutôt en mode de plus en plus gros. Plus gros. Mais c'est vrai que là, on est bientôt sous compromis, j'espère. Mais bon, c'est en cours là Oui. pour un truc. Mais non, je veux plus faire un truc en dessous de 10 lots, quoi. Moi, dans ma tête, en dessous de 10 lots, je perds mon temps, tu vois. Oui. Mais en même temps, à cause de ça, tu vois, bah en fait, ça me fatigue, tu vois, les grosses opérations parce que tu as des chantiers pas possibles à suivre Oui. pendant, j'allais dire, des années. Bon, j'exagère, mais plus d'un Pas an loin. sûr, tu vois. Ouais, ouais, Oui. ça dure plus qu'un an, tu vois, à chaque fois. Et donc, vous, votre stratégie, c'était de vous dire, vous faisiez des projets à taille humaine. Enfin, quand je dis à taille humaine, c'est... C'est ça, on faisait entre 100 et 300 000. Ok, Donc, on est dans une région où bah, Montpellier, c'est très cher, mais dès que tu sors de Montpellier, Ça se trouve, ouais, ouais. les prix sont très raisonnables parce qu'il y a pas mal de villes. Tu peux avoir Nîmes, tu peux avoir Béziers, tu peux avoir Narbonne, tu peux avoir Carcassonne. C'est tout un tas de villes où, grosso modo, à 100 000 euros, tu as un immeuble de 3 lots. Donc, si tu vas sur un immeuble à 250 000, tu approches facilement les 8-9 lots. Donc, ça, c'est ce qui permet d'aller quand même relativement vite. Après, vas-y. Après, il faut pas oublier qu'on est en début de vingtaine. Enfin, on se lance sur des OP qu'on se sent de maîtriser. Tu vois, si on ouais. partait comme là, un des derniers, hein, sur un truc à 500 000, en fait, je pense qu'on aurait été écrasé par les responsabilités. Donc, d'un côté, on essaye de grappiller pour monter au fur et à mesure, mais d'un autre côté, on peut pas partir non plus sur trop gros, sinon je pense qu'on aurait fait un burn-out, tu vois. Bah Oui. ouais, parce que c'est ça qui est génial dans votre parcours, c'est que vous avez jamais arrêté, en fait. Vous avez réussi à Ouais. continuer sans vous fatiguer. Vous n'avez pas eu des moments Si. Si, bah si, enfin, ça a dû être Si, dur. si. Il n'y a pas des moments où, je sais pas, il y en a un des deux qui a dit, ah, vas-y, on fait une pause d'un an, là, j'en peux plus. on, Euh, on a failli tout arrêter en 2022. Pour l'anecdote, on a eu une période où on a enchaîné vraiment toutes les galères possibles et imaginables sur les biens qu'on avait. Et notamment, on a eu un locataire qui est décédé Ouais. dans un Ça nous appartement a mis un avec un coup. syndrome de Diogène. Ça nous a mis un Ah coup. ouais. Alors, syndrome de Diogène, pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire, c'est les gens qui accumulent tout, C'est ça. Exactement. C'est mais genre ça. jusqu'au plafond, quoi. Tout, 50 tout. sacs poubelles. Ouais. Parce que du coup, on aurait pu payer une entreprise pour le faire, mais c'est très cher. C'est normal, il n'y a pas grand monde qui veut faire ce genre de choses. Du coup, on l'a fait nous-mêmes. Parce qu'entre guillemets, comme on avait déjà l'OP d'après qui arrivait, il fallait faire les apports. Et c'est un peu ce qui fait aussi qu'on n'a pas fait des trop grosses OP. C'est toujours la problématique de financer les frais de notaire. Parce que ben, nous, nos partenaires bancaires, ils nous suivaient sur les OP, mais c'était toujours apport des frais de notaire. Et en fait, on s'est dit, bah, soit on met 5-10 000 euros pour faire nettoyer l'appartement, soit on le fait nous-mêmes. Et c'est vrai que, entre guillemets, avec le recul, on le ferait, tant pis, même quitte à faire un prêt à la conso pour le faire, mais Ça aurait ça, fait plus ça simple, nous quoi. a beaucoup coûté en termes
physique et morale. Et c'est vrai que On a eu une on, petite période. ouais, on a eu une période où on voulait plus trop entendre parler d'immobilier. Alors on continuait, on était encore sous compromis, on n'a pas renoncé à ce qui était prévu à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce que l'OP qu'on fait maintenant, c'est pas la dernière et on fait autre chose de notre vie. On a eu comme ça des moments de doute, mais au final, c'est des périodes où tu réfléchis bien, tu te remets un peu tes objectifs, tu revois les choses de manière un peu différente, tu vois aussi le parcours qui a été fait et l'enrichissement. Moi, j'aime bien, c'est un peu prendre un tableau Excel, tu regardes tes biens, tu regardes Ah, combien je de kiffe produits tu aussi les petits Ouais, moments où ouais. tu regardes ton enrichissement, Ah, grave. les c'est moments ça, Picsou. Ouais, ouais, là, tu tout dis, à ah ouais, fait. en fait, c'est trop bien. Et c'est pour ça que après ça te remonte un peu le moral et tu dis bon on est quand même dans la bonne voie. En plus ça c'est peut-être ce que tu as le plus de mal à évaluer au début, mais c'est la connaissance et l'expérience que tu as de tes premières OP qui font que petit à petit entre guillemets ça devient de plus en plus facile et tu peux faire de plus en plus gros. Donc et ça c'est vrai qu'à ce moment-là quand on doute à arrêter, on oublie que en réalité on a fait un peu le plus dur. Je sais plus à l'époque on est à entre 10 et 15 lots, Ouais, j'ai c'est du ça. mal à je pense qu'on est à 15 lots avec l'OP d'après. Et du coup, quand tu as 15 lots, entre guillemets, tu as passé un peu la phase de décollage de ta fusée patrimoniale et, entre guillemets, tes plus gros efforts ou tes barrières principales que tu aurais pu avoir, la banque qui ne veut pas te suivre, Les les impayés. impayés, comment tu vas gérer tes premiers travaux, en réalité, ils sont déjà derrière toi. Donc maintenant, tu es plutôt dans quelle stratégie je fais pour continuer à faire grossir sans, entre guillemets, me mettre en risque non plus. Mais je veux dire, tu sais que maintenant, tu as juste à pousser encore un peu plus loin ta fusée et elle finira par atteindre un peu l'altitude que tu veux, quoi. C'est intéressant parce que je pense que les auditeurs, là, ils vont bugger dans ce que tu as dit. Donc, je fais Oui, l'avocat des auditeurs. tout à fait. Donc, en fait, tu dis, ah, mais du coup, à partir de 10-15 lots, on n'a plus les problèmes d'impayés, de banque, etc. Et puis, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire, ah ben si, tu peux quand même avoir des impayés. Justement, plus tu as de lots, plus tu as de risque d'avoir des impayés. Et puis, pour les banques, bah, tu es encore hyper endetté. Donc, c'est de pire en pire. Et qu'est-ce que tu leur réponds, du coup? Qu'en fait, à partir de ce moment-là, tu sais gérer ce type de problématique. C'est-à-dire que justement, on va dire, moi je dis toujours que l'impayé, le moment où c'est le plus embêtant de l'avoir, c'est sur ton premier bien. Parce que si tu l'as à ce moment-là, tu n'as plus rien qui rentre. Et là, c'est entre guillemets ce moment où tu peux avoir des frais importants à avoir à ta charge et ne pas avoir le loyer en face sans compter tout le stress derrière. Quand tu commences à avoir 10-15 lots, si tu en as un en impayé, en théorie, ça va représenter moins de 10% de tes loyers. Et bon, c'est toujours embêtant, c'est toujours un moment stressant, c'est toujours quelque chose de désagréable, mais tu sais que tu n'es pas en risque, tu sais que tout continue à se payer et que ça ne remet pas en cause ta stratégie. Et après, pour les banques, là, c'est un peu plus particulier. C'est qu'entre guillemets, quand tu arrives à 10-15 lots, tu comprends un peu mieux comment le banquier voit les choses, qu'est-ce que tu dois lui apporter. C'est-à-dire que lui va plutôt se dire, OK, il sait investir, mais bon, est-ce qu'il me convainc de l'accompagner sur le suivant et plus mais attendez, vous voulez investir alors que vous n'avez rien. C'est vraiment, en fait, le banquier, le moment où il risque le plus de t'arrêter sur ton projet, c'est vraiment quand tu démarres, parce que pour lui, ça peut lui sembler anormal que si jeune, tu décides de faire un investissement alors que tu en as 10 ou 15, tu rentres déjà dans la catégorie des investisseurs immobiliers. Ça peut arriver qu'une banque dise non, ça nous est arrivé plusieurs fois, mais une autre banque dira oui si ton projet est suffisamment bien construit et si tu arrives à lui amener les arguments nécessaires. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que moi, le nombre de clients ou d'auditeurs qui vont avoir ce réflexe en mode oui, mais Dorine, du coup, bah, si je fais cette opération, après, je serai bloquée. Mais je fais, ben Oui, non, en fait, non, parce que comme déjà, tu fais tes preuves, comme tu dis, tu as pris de l'expérience dans ta façon de présenter les dossiers bancaires. Enfin, tu passeras un cap, en fait, tu passes des caps et après, je dis pas que peut-être, je sais pas, moi, nous, notre troisième immeuble, on a quand même un peu eu du mal à obtenir le prêt, mais tu vois, typiquement, notre RP qu'on a acheté après, bah, ça a été beaucoup plus facile que ce que je pensais, alors que je pensais que c'était fini, alors qu'en fait, après, bah, du coup, comme si tu as des portes qui s'ouvrent, en fait, que tu n'avais pas, qui n'existaient pas pour toi avant, en fait. Vous avez toujours travaillé avec les mêmes partenaires bancaires? Comment vous avez fait d'ailleurs On parce a qu'avec toutes fait, ces opérations que vous avez fait, vous avez dû. ouais, en fait, on a fait une SCI par banque. C'est un de nos bons conseils, c'est que, en fait, on travaille actuellement avec trois banques et voilà. Et en fait, généralement, ils arrivent à nous dire oui, vu on se présente pas tous les 6 mois à chaque banque, tu vois, on tourne sur trois sociétés différentes. Ok. Et on a remarqué que ça fonctionnait
plutôt bien cette stratégie-là. Oui, parce qu'en fait, dans l'analyse, en fait, le conseiller bancaire, à partir du moment où tu as une SCI qui s'autofinance dans une autre banque, il va être beaucoup moins regardant sur celle-ci. C'est-à-dire que quand tu vas présenter ton dossier à la banque, le banquier, il regarde ta situation personnelle, il est obligé, c'est les règlements et leurs règles internes qui imposent qu'il fasse ces démarches-là. Maintenant, sur tes SCI, en soi, c'est des personnes morales. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué quand on n'est pas du droit, parce qu'on a du mal à comprendre ce point-là. Mais du coup, pour le banquier, ta SCI, c'est un peu une autre personne d'un point de vue patrimonial. Donc, ce qu'il va regarder, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de toi mettre de l'argent tous les mois et que si justement ta SCI, elle est en autofinancement ou même en excédent avec du cash flow positif, il va se dire, OK, cette SCI-là, elle tourne. À la limite, je demande les 3 relevés bancaires pour bien m'assurer que c'est bien le cas, mais je ne vais pas lui demander tous les baux, tous les tableaux d'amortissement des prêts. Et en faisant ça, tu te retrouves à nouveau pouvoir faire des dossiers plus simples à la banque et c'est un peu la problématique aussi quand tu deviens un investisseur qui a fait pas mal d'OP, c'est débarquer chez ton banquier avec 200 documents volumineux, tu lui fais peur parce qu'il se dit ah, je vais devoir éplucher ça, ça va me prendre des heures et des heures. Et en faisant un peu cette stratégie de la SCI, ça résout pas tout, mais ça permet quand même de justifier au banquier, ben voilà, c'était SCI-là, je vous ai pris le cabis, ces 3 relevés, regardez, ça s'autofinance. Il dit ok, bon ben donnez-moi au moins les documents que vous avez sur votre situation personnelle à vous, et la SCI, je la mentionnerai vite fait dans mon dossier bancaire, mais les chiffres de cette SCI-là ne rentreront pas dans mon calcul sur la nouvelle OP. OK. Ah oui, donc ça, c'est super intéressant pour les gens. Parce que nous, en l'occurrence, tu sais, nous, on a tout fait en nom propre jusque maintenant. Donc, D'accord. on n'est Ok. pas. Ok, ok. Ouais, ouais, nous, on est full nom propre sur tout notre IMO jusqu'à maintenant. Là, les prochains, c'est SCI, tu vois, mais ça m'intéresse. Parce que là, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Donc, tu disais une SCI par banque. C'est-à-dire qu'en fait, il y Oui, a Parce qu'il y a plusieurs. Je me rappelle encore, une comptable me disait on fait une SCI par bien immobilier. Mais en même temps, je me suis dit, mais si le bien immobilier il est minuscule, on va pas faire une SCI par Non, bien immo à 100 000 euros, ça n'a aucun sens, quoi. là, elle veut te vendre des honoraires. Ouais, C'est voilà, mais on est compliqué. d'accord. Donc, un bien immo par. Donc, si c'est à la limite un gros bien immo, je veux bien, mais si c'est un truc à 100 000, c'est des frais bancaires perdus, quoi. Que- des que- frais bancaires et plus des frais de Pardon, des comptabilité. frais de comptable, pardon, c'est ça que je Oui, voulais dire. Mais ouais, donc vous vous êtes dit, on va faire, à chaque fois qu'il y a une banque qui nous accorde un crédit, on ouvre une SCI qui sera domiciliée, enfin domiciliée, dont les comptes bancaires seront domiciliés dans cette banque. Et comme ça, si on refait une deuxième opération, on reste dans cette SCI de la banque qui veut bien nous financer, quoi. exactement. Exactement. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que bon, j'en ai parlé très brièvement, mais c'est vrai que comme après mes études, j'étais devenu banquier d'affaires au Crédit Agricole, je m'en suis rendu compte en fait. C'est pas quelque chose qui est dit ou écrit quelque part, mais quand je faisais comme ça des dossiers de clients qui avaient pas mal de SCI, je voyais que l'expert crédit me disait non, non, mais les autres SCI, si elles s'autofinancent, j'ai pas besoin. Et là, Ah je me suis dit, ah ben ouais. tiens, La petite il y a ampoule, tu sais. d'un coup, ting, il y a une petite ampoule qui s'allume chez moi. Je me dis, ah ben attends, c'est peut-être quelque chose à creuser. Et du coup, on a commencé à le faire comme ça. En plus, ça a aussi un autre intérêt, c'est que quand tu commences à faire des SCI qui ont pas mal de loyers, dans une SCI, souvent tu vas chercher le régime de l'impôt sur les sociétés, où tu vas pouvoir amortir ton bien et où notamment tu seras imposé à 15% d'IS jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Ouais. Donc, tu as un peu un système de tranche comme en nom propre, où au-delà, tu es à 25%. Et 42 500 euros de bénéfices sur une SCI, ça veut dire que tu fais à peu près 100 000 euros de loyer en fonction des charges que tu vas passer dessus. Donc, c'est aussi de se dire, bon ben voilà, quand tu commences à arriver à un certain stade, c'est pas mal de faire une autre SCI parce que ça va te permettre de pouvoir doubler ce seuil des 42 500 euros. Tu vas économiser un petit peu d'IS. Donc, il y a ce double avantage. Et c'est vrai que se dire à quel moment ça vaut le coup de créer une nouvelle SCI, ben, quand tu changes de banque pour tes financements. Ah ouais, ah ouais, donc super. Donc en fait, il y a deux informations intéressantes parce que tu disais qu'à partir donc de 100 000 euros de loyer, ça va représenter à peu près 42 500 euros de bénéfices, donc tu vas passer à la tranche. Et 100 000 euros de loyer, ça va être au moins 1 million de patrimoine dans ta SCI, quoi. Donc avant un À peu million, près. Ok, ouais. à peu près, c'est juste pour donner un ordre Oui, d'idée tout à fait. aux auditeurs. À partir du moment où tu as assez d'immeubles pour que ça fasse 1 million, bah ok, pourquoi pas à ce moment-là. Mais oui, en effet, en fait, tu vas faire en fonction des. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, des fois, les gens, ils veulent tout, c'est savoir à l'avance ce qu'ils vont Oui, créer. Mais tu oui, sais, oui, je dis, oui. bah, en fait, gars, t'as encore pas d'IMO, donc Ouais. crée ta SCI, fais ton prêt, et puis bah, on se Bon, posera la question au deuxième, quoi. Tu vois, on verra c'est qui te suit, on verra qu'est-ce que tu trouves comme projet, et on avisera. Tu sais, les gens, ils veulent déjà tout calculer à l'avance, et en fait, Et d'ailleurs, vous avez créé une holding ou pas? oui. Comment vous avez fait les choses par rapport à ça? C'est intéressant. Alors, on l'a pas créé de suite, la holding. C'est que du coup, Julien avait sa SCI avec sa maman. Ensuite, on a créé une à nous, puis une deuxième.
Et après, bah, en fait, on s'est dit, par exemple, là, il y a sur une, on a un projet qui est en cours, donc elle manque un petit peu de trésor, mais les deux autres, en soi, ont l'argent. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une holding pour apporter nos parts, et en fait, ça nous permet de transvaser l'argent des unes et des autres et de faire les nouveaux apports, Ok. en fait. Donc, et aussi bah, de facturer et de s'optimiser un petit peu là-dessus. Mais votre profil, il est quand même vachement intéressant parce que au final, du coup, Julien, toi, t'es devenu avocat ou pas? Parce que je sais que t'as fait des études de droit. Non, j'aurais pu, parce que moi j'ai fait un master 2 en droit des affaires et fiscalité, donc on va dire j'avais Ok. toute la partie vraiment juridique, fiscale en droit des affaires. La plupart de mes potes de promo sont devenus avocats, et moi en fait, c'est un peu là encore une autre anecdote marrante, c'est que dans ma dernière année d'études, c'est l'année où on n'a que des professionnels qui viennent nous donner cours, et c'est que des avocats dans des gros cabinets parisiens qui gagnent 200, 300, 400, 500 000 euros par an. Des fois, il y en a, ils dépassent le million quand ils sont associés, et en fait, quand ils viennent, vraiment leur vie me fait peur. C'est-à-dire que certes, ils respirent l'argent, mais leur vie a l'air vide. C'est-à-dire qu'ils travaillent jusqu'à 3 heures du matin, ils sont au bureau le lendemain à 9 heures, et là vraiment, je me dis, je veux pas que ma vie ressemble à ça. Et le problème, c'est que c'est vrai que quand tu es avocat, tu auras une grosse progression de tes revenus autour de ta carrière, mais quand tu démarres, tu n'es pas très bien payé. Je veux dire, les avocats qui sont au SMIC, ça existe. Après, en droit des affaires, en général, ça va être un peu plus. Tu vas commencer autour de 2 000 à 3 000 euros par mois. Là, je donne des chiffres en net, Oui, parce qu'en oui. général, ils sont payés en brut, puis ils ont leur fiscalité dessus. Et moi, je me dis, bah, le problème, c'est que comme je ne me vois pas faire ça longtemps, parce que je veux investir, en plus, je vais aller dans une profession où il va me falloir 3 bilans au moins pour que la banque puisse me suivre. Il faut que je sois salarié. Et à ce moment-là, je commence à m'intéresser un peu au métier de la banque parce que je me dis qui mieux qu'un banquier peut se faire financer des projets IMO. Ça a été un peu mon raisonnement. Et en plus, par rapport au diplôme que j'avais, je pouvais, entre guillemets, prétendre à un poste intéressant en banque. J'ai pu tout de suite être banquier d'affaires, alors que normalement, c'est un poste auquel tu accèdes après quelques années d'avoir travaillé en agence. Moi, j'ai jamais été en agence, moi, je suis directement dans les sièges. Et en plus, c'était un métier où ta première rémunération est plutôt intéressante. Tu vas Ok. stagner, c'est-à-dire grosso modo, j'ai pas gagné beaucoup plus après 5 ans qu'au début, mais pour le coup, ça permettait tout de suite d'avoir des bons revenus et du coup une capacité d'emprunt plus importante pour faire de l'IMO, quoi. Ouais, donc t'avais, ouais, non, mais c'était bien, bien calculé. Et en plus, tu t'es marié du coup avec une comptable. Enfin, du coup, Oui. ça fait le. Non, mais je trouve que Oui. vous avez vraiment deux prismes hyper intéressants sur vos montages financiers. Vous avez toutes les compétences. Et d'ailleurs, Ça au fait fait, partie de notre carte. C'est je ça. fais Oui, la blague, mais quand t'as rencontré Marie, qu'elle t'a dit qu'elle faisait la comptabilité, tu t'es dit, ah, ça peut être utile. ça peut être, ça peut être utile, tu sais. Pas loin, pas loin. Critère de sélection. Oui, Non, je rigole, désolée, je fais des blagues. non, pas de souci. Euh, ok, donc j'ai tout compris. Donc vous enchaînez, ça c'est bien, et donc vous avez monté votre holding. Ah oui, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé justement de donc pour expliquer simplement, vous êtes mariés quand du coup vous êtes mariés, c'est ça? Ouais, on est Ouais, mariés, on mais est mariés depuis depuis 6 mois. 6 mois à peu près. On s'est Ouais, mariés en novembre l'an dernier. ouais. Trop bien, félicitations. Et donc vous Merci. avez fait un mariage classique sous le régime légal. Oui. Oui. Exactement comme Cyril et moi. Donc, c'est intéressant parce que, Oui. en effet, les gens, ah oui, pourquoi vous faites pas séparation de biens? Donc, c'est intéressant que comment vous avez vécu justement ce mariage et les remarques que les gens ont fait sur le régime que vous aviez choisi. Alors, bon, déjà, on n'est pas trop du genre à prendre en compte ce que les autres peuvent dire sur ce genre de Le sujet. sujet, ouais, tout à fait. Et après, surtout, bah, en fait, c'est un peu, on est partis de rien tous les deux, en fait. Donc, c'est enfin, de toute manière, on est à 50-50 sur tout. Même si on devait se séparer, qu'on soit en communauté ou sur la séparation, ça ne changerait rien. Et bon, déjà, je pense que ça nous fait plaisir aussi d'être sous la communauté. En fait, bon, ça peut-être un peu la symbolique, mais surtout, passer sous la séparation, ça ne changerait rien. On ne protégerait pas plus Julien qui me protégerait, ou tu vois. Oui, Euh, donc oui, tous nos parents nous ont dit, ah, il faut aller sous la séparation. Non, vous comprenez rien ouais. Oui. au régime matrimoniaux, C'est- c'est pas je me sépare et tu n'auras rien et machin, non, pas du tout. Donc, Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, les gens, ils ont des sortes d'images mentales des mais régimes vraiment, matrimoniaux, tu vois. mais je te jure, c'est vraiment ça. Mais en fait, Mais, qui est basé sur rien, tu vois. Mais Enfin, exactement. sur du vent, tu vois. Et
Ouais, je côtoie des gens, même des gens qui me disent bah faut être marié sinon t'es pas protégé. Mais je fais mais en fait il y a le Pacs aussi ça protège, tu peux faire des testaments particuliers. Exactement. En fait, Ouais. il y a des sortes de trucs basiques genre si t'es pas marié déjà t'es pas protégé, mais si t'es marié et que t'es entrepreneur, c'est super dangereux d'être en régime légal, il faut être absolument en séparation quand t'es entrepreneur. Enfin, tu sais, il y a genre des clichés mais qui sont basés sur de l'imagination en fait. Oui. Exactement. Et Et vas-y. j'allais dire, et c'est surtout qu'un régime matrimonial, bah, ça évolue en fait, ça se fait évoluer en fonction de ta vie professionnelle. Donc, enfin, rien ne nous empêche de basculer sur la participation au bout d'un moment ou à la séparation si bah, on a besoin au bout d'un moment de se protéger l'un l'autre. Tout ça, ça évolue en fait, rien n'est figé. Et là, vu qu'on est parti de rien, bah, en soi, la communauté, c'était le plus simple et le plus évident, je pense. Ouais. Surtout que c'est assez intéressant parce que tu parlais justement un peu des cases et des clichés, et même des fois les conseils juridiques peuvent les avoir, parce que ça, j'avais eu la conversation avec notre notaire, parce que comme on l'a vu, je sais plus, un mois avant Ouais, pour un il s'est compromis, étranglé, le avant pauvre. le mariage, il m'a dit: ah mais c'est génial, vous allez vous marier, félicitations, mais vous n'avez pas fait de contrat. Et moi j'ai dit bah non, on n'en fait pas. Il me dit ah mais c'est super important, etc. Donc forcément il me sort ses arguments juridiques. Et moi je lui dis je sais, mais bon dans tous les cas on a tout fait ensemble et on est à 50-50 surtout. Il me dit oui, mais si jamais l'un de vous deux veut créer une boîte et entre guillemets un peu cette notion de protection du chef d'entreprise et de son conjoint, je suis d'accord sur son argument, mais la réalité c'est qu'avec ce qu'on a fait aujourd'hui, même si à un moment donné je décide de lancer une boîte dans quelque chose qui a rien à voir, je ne vais pas risquer notre patrimoine personnel qu'on a un petit peu sué ces dernières années à avoir dans ce type d'opération. Donc non, même être en séparation, ça ne nous protégerait pas plus parce que je ne compte pas remettre ce patrimoine en risque dans une activité au bout d'un moment. Mais c'est intéressant qu'il me donne quand même cet argument-là que j'avais déjà entendu des centaines de fois, Mais oui, il sans dit ça à forcément, chaque fois. voilà, Ouais, sans voilà. forcément se poser la question de ce qu'on prévoit nous individuellement. Ouais, non mais passionnant. Bah, nous c'est pareil avec, en tout cas, enfin moi l'expérience que j'ai. En plus vous avez un autre œil parce que comme vous êtes dans la comptabilité, dans le droit, vous avez un œil encore particulier. Mais nous on galère mais que ce soit avec les gens qu'on accompagne ou nous-mêmes avec les gens qu'on rencontre. En fait, on se rend compte, il y a comptable et comptable, quoi. Et t'as des comptables qui ont l'habitude de conseiller des clients d'une certaine façon, et du coup, il sort le même tralala, comme un robot qui répète la même chose à tout le monde, alors qu'il n'a pas compris que en Exactement. face, c'était pas la même personne, en fait. Exactement. Et pareil pour bah, les notaires, ouais, ou les choses comme ça. En fait, ils ont leurs petites habitudes de conseils. Et en fait, c'est triste, mais en vrai, moi, je dis toujours, enfin, essayez de comprendre par vous-même les choses, parce que si vous comprenez pas par vous-même, en fait, et que vous allez la bouche en cœur chez votre soi-disant avocat qui va vous conseiller, en fait, tout ce qu'il va vous conseiller, c'est qu'il va vous faire des honoraires pour créer des SCI, des machins, alors que des fois, c'est pas obligé de créer une SCI. On peut aussi investir sans SCI. Enfin, il y a toujours des. Je sais Je suis, pas. tot- je suis Ouais, totalement clairement. d'accord avec toi là-dessus. Ça rejoint parce qu'en plus, quand tout à l'heure tu disais que bah, forcément, en termes d'âge et de génération, on avait aussi un œil. C'est que des fois, je vois des amis qui vont créer leur entreprise et qui sont justement conseillés par un comptable, qui vont les mettre dans un régime ultra protecteur où ils vont avoir le max des cotisations partout. Alors que, bah, effectivement, il aurait 55 ans, il serait à moins de 10 ans de l'âge légal de départ en retraite. Ok, il va donner des cotisations maintenant, il sait à peu près ce qu'il aura à la fin. Là, si tu as 25-30 ans et qu'on te fait cotiser énormément pour la retraite, tu as vraiment une incertitude qui est gigantesque sur la pérennité des cotisations que tu vas verser et le retour sur investissement que tu auras Bah dans oui. on ne sait même pas combien de temps, quoi. Mais, et c'est même des gestionnaires en patrimoine qui, nous, j'en ai qui me disent, mais Dorine, t'as préparé ta retraite? Mais je fais, mes gars, en fait, je vais avoir 20 000 € de loyer par mois. Qu'est-ce que j'en ai à Oui, foutre de la retraite, Mais quoi? clairement, oui, c'est ça. clairement. Je veux dire, c'est genre genre, je m'en fous, moi. T'as pas compris. Puis encore, on compte pas s'arrêter là en termes d'investissement et de Tout à fait, revenus c'est sûr. complémentaires. Donc, ouais, ils ont leurs petites habitudes et voilà, faut se méfier. Ouais, c'est très drôle. Ok. Et donc, attends, moi, je sais pas si j'avais encore des questions parce que, alors, peut-être, les plus grosses galères que vous avez vécues, parce que vous avez quand même un sacré patrimoine là, 50 lots au total, donc c'est assez énorme. T'en as- On a 3 millions en brut. C'est ça. C'est 3 millions, ouais, en tout. Donc, ouais, 50, ouais. et c'est quoi alors les plus grosses galères, les moments les plus durs que vous avez pu vivre? Alors, la première, je pense que c'était le mort. Julien en a parlé tout à l'heure. Lui, vraiment, il nous a mis un coup. Je pense que c'était parce que c'est la première grosse galère qui nous est Oui, arrivée. Donc, Et il est après, décédé dans l'appartement en plus? c'est ça. il est décédé dans l'appartement et en fait, personne ne nous a prévenus.
Donc, c'est-à-dire que les pompiers sont venus, la mairie, etc. Donc, ça, on n'était pas du tout au courant. C'est les pompes funèbres qui nous ont appelés. C'est les pompes funèbres qui nous ont appelés pour nous prévenir. Et quand on est rentré dans l'appartement, on a fait avec tout ce qu'une personne en fin de vie aurait pu laisser, c'est-à-dire qu'il ne sortait plus du tout de chez lui. Genre, il n'allait pas faire ses courses. Par exemple, on s'est rendu compte que dans la salle de bain, tout était bouché. Et en fait, je pense c'était quelqu'un qui était malade et en gros, on était un peu à la période du Covid. Je pense qu'il avait fait une psychose autour du Covid et qu'il ne voulait pas qu'on fasse intervenir un plombier parce qu'il nous a jamais dit que ses toilettes étaient bouchées, par exemple. Mais forcément, quand on est rentré dans la salle de bain, vous imaginez l'état d'une salle de bain qui est bouchée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'était chaud en vrai. Ça, c'était vraiment chaud. Mais les héritiers, ils sont pas censés s'occuper de ça Ouais. Non, c'est une question, je sais pas. Si, j'ai jamais eu le cas encore. Donc, Alors, ils sont passés dans l'appartement, ils ont pris tout ce qui avait de la valeur. Et en fait, ils nous ont dit que de toute manière, ils ne se présenteraient pas au testament. De toute façon, il n'y avait rien. Le monsieur a été tout seul, il n'y avait pas de bien, pas de dette, rien du tout. Et nous, on était là, bah ouais, mais en fait, il va falloir nettoyer. En gros, ils nous ont fait comprendre que c'était pas leur problème. Et on s'était dit, vas-y, est-ce qu'on part en procédure contre eux? Ça va prendre 3 ans, ça va nous prendre des honoraires, on n'est même pas sûr de gagner à la fin. Et on a besoin de notre appartement, en fait. On a besoin de le louer rapidement. Donc, on a décidé de faire tout nous-mêmes. La mairie qui nous avait pas prévenu, qui avait enlevé le corps, nous a mis une amende, d'ailleurs, pour les sacs poubelles qu'on a sortis. C'était un peu trop à son goût. C'était dans un centre historique et forcément, il n'y a pas de poubelles par habitation. C'est des poubelles communes. Et forcément, 50 sacs poubelles, je pense que j'avais blindé toutes les poubelles du quartier. Et ils nous ont... Alors, je pense qu'on a dû être balancé par quelqu'un. Et du coup, on a en plus reçu une contravention. Une amende, oh là là. Vraiment, c'était la triple peine du propriétaire. C'est-à-dire qu'il a un mort dans son appartement, donc il n'a plus de loyer, il doit le nettoyer, faire des travaux. Les héritiers qui s'occupent de rien. Et en plus, la mairie qui vient encore vous taper dessus parce que visiblement, ils ne sont pas contents que vous ayez des choses achetées, quoi. C'était vraiment... à la totale. C'était un peu lunaire. Après, et alors attends, parce que ce cas-là, en fait, me fait poser une question. C'est que vous avez acheté un bien qui était déjà loué. Le gars, il était déjà à l'intérieur quand vous l'avez acheté. Oui, c'était un bien qu'on a acheté. Il y avait 3 appartements, un seul qui était loué. Et honnêtement, c'était un bon locataire. Il a toujours payé le loyer. Il était très gentil, très gentil. On s'était rendu compte qu'il était un peu malade parce qu'il faisait beaucoup plus vieux que son âge. Mais honnêtement, quand on nous a dit qu'il était décédé, on ne s'y attendait pas parce qu'il n'était pas très vieux. Il avait 55 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et c'est intéressant donc parce que moi, c'est un point qui m'intéresse parce que comme vous avez quand même enchaîné les investissements, vous vous êtes ouvert à des biens vides, déjà loués. Enfin, vous aviez une sorte de typologie de biens que vous achetiez. Honnêtement, on a un peu tout testé. On a fait des biens qui étaient full loués parce que c'est vrai que c'est pratique. Surtout nous qui voulions enchaîner les opérations, tu achètes un truc qui est totalement loué. Tu peux, le mois d'après, tu peux déjà commencer à rechercher un nouveau et aller revoir ton banquier parce que, entre guillemets, tu n'auras pas la problématique de finir ton OP. Au début, on a évité les travaux parce que c'était peut-être la seule, on va dire, le seul domaine où on s'y connaissait pas trop. On avait très peur un peu des arnaques, des problématiques là-dessus. Puis, faut le dire, des fois, dans l'immobilier, c'est suffisamment large. Je trouve que des fois, il y a des choses que tu n'aimes pas trop. Je sais que les travaux, c'est pas ce qu'on préfère. Après, maintenant, on a appris avec le temps. Et d'ailleurs, on a fait un très, très gros chantier. C'est un de nos derniers projets. Et après, on a aussi, du coup, acheté des biens qui étaient vides et des biens qui avaient besoin d'être rafraîchis. Et juste, on a fait un seul projet où c'était un ancien hôtel d'à peu près 300 mètres carrés qu'on a totalement cassé et réaménagé en 9 appartements. Et ça, c'est c'est notre plus gros projet aujourd'hui qui est en train de se finir, où là, la problématique qu'on a, c'est que les travaux se sont bien passés pour le coup. On a eu des entreprises qui ont été relativement bonnes, on n'a pas eu de surprise ou de surcoût particulier. Par contre, on s'est frotté à Enedis. Et je pense que tout à l'heure, quand tu posais la question un peu nos 3 pierres galères, Enedis, je ne sais pas si c'est la première parce que c'est un peu un problème qui est encore d'actualité ou si ou si en tout cas ça restera dans notre top 3. Mais c'est vrai que pour te donner un ordre d'idée, on a commencé le dossier Enedis pour nos compteurs en mars 2024 et on n'a toujours pas l'électricité. Ok, ouais. Mais ça m'étonne pas parce qu'il me semble que nous, on avait. Ça se compte en tout cas en semestre, quoi. Ça se compte en tout cas pas en mois pour ce genre de problème. C'est sûr. Ouais, c'est monstrueux, ouais. Ah ouais. Ok. Et le dernier gros problème qu'on a eu, ça date de l'année dernière, et on a eu un arrêté d'insalubrité sur un appartement qui n'était pas insalubre. Voilà.
Et ça, Et alors, ça c'est quoi ça d'avoir un arrêté? Expliquez aux gens qui nous En écoutent. fait, du coup, c'est le premier appartement, celui qu'on te parlait en début d'épisode, que tu avais acheté 53 000 euros. On se dit qu'en fait, il est temps de réallouer un peu ce bien. Donc, il a de la plus-value, donc on se dit qu'on va le vendre. On a une locataire dedans qui était déjà là quand tu avais acheté. Et en fait, du coup, on lui donne un congé pour vente délivré par l'huissier. Il se passe quoi? Un mois, 2 mois? En fait, on est contacté par la mairie pour dire que il y a des choses qui ne vont pas dans l'appartement. Elle est accompagnée d'une assistante sociale qui dit que l'appartement, ça va pas du tout et que du coup, ils vont poser un arrêté d'insalubrité et qu'on ne peut pas la mettre dehors. Sauf qu'en fait, quand on reprend les points qui ont été levés par la mairie, ça ne relève pas de l'insalubrité en fait. Oui. C'est-à-dire que pour se donner un ordre d'idée, si on parle d'un appartement insalubre, je pense que tout le monde s'imagine un appart qui est totalement cassé, avec des fuites d'eau, de la moisissure en 3D sur les murs, quelque chose de très très, comment dire, de vraiment dégueulasse. Or, là, l'appartement, honnêtement, bon, la locataire, c'était pas une fée du logis. Donc bon, déjà, il avait besoin d'un petit coup de nettoyage, mais bon, ça, c'est pas du ressort du propriétaire. Par contre, ce qui était vrai, c'est que l'appart était vétuste, mais la vétusté n'est pas de l'insalubrité, c'est-à-dire il y avait de la moisissure nulle part, tout était fonctionnel dans l'appartement, il n'y avait pas de fuite aux éléments, aux arrivées d'eau de l'appartement, si ce n'est que comme elle n'avait pas refait les joints au niveau des éviers, et ça arrive souvent, il y a un petit peu d'eau qui coule par là, mais bon, ça encore, c'est de la responsabilité du locataire. Et en fait, on est venu nous reprocher tout un tas de points qui étaient que justement, par exemple, la peinture s'effritait un petit peu sur un mur, et on nous a quasiment sorti un article en disant qu'il y avait des risques de chute d'objets lourds sur les locataires. Et on parle de bouts de peinture qui doivent peser 1 gramme. Donc vraiment, ils ont été grattés tout ce qu'ils pouvaient pour nous mettre l'arrêté d'insalubrité. Et la réalité de cette histoire, en fait, c'est que c'est sur Montpellier, et en fait, la ville a des gros problèmes de logements sociaux pour les habitants. Et la locataire aurait dû avoir un logement social qu'il n'arrivait pas à lui donner. Et en fait, en faisant l'arrêté d'insalubrité sur l'appartement, entre guillemets, elle pouvait rester autant de temps qu'elle voulait dans l'appartement tant que l'arrêté était en place, parce que ça suspendait notre congé pour vente. Et le loyer actuellement, accessoirement. Et le loyer accessoirement, c'est-à-dire qu'on a perdu en plus 8 mois de loyer dans cette histoire. Donc ouais, ça a été un peu compliqué, parce que c'est là où, en tant que propriétaire, on prend un peu toute la puissance de l'État sur le coin de la figure. Et bon, vous avez beau aller voir des avocats qui vont vous facturer très cher leurs honoraires, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que même nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué le jeu, on a relogé la locataire à nos frais, on a fait intervenir une entreprise, on a fait des travaux, et malgré ça, ça ne leur allait toujours pas, parce qu'en fait, eux, ils s'attendaient à ce qu'on refasse l'appartement intégralement. Le problème, c'est que la locataire avait encore laissé ses meubles dans l'appartement, et je veux dire, on ne pouvait pas non plus déménager tous les meubles, ça aurait fait exploser la facture. Et à un moment donné, forcément, ils nous listent une liste de points, on résout l'intégralité des points, donc l'appart est quand même mieux qu'avant. Le problème, c'est que forcément, l'appart, on ne l'avait pas entièrement refait du sol au plafond, et en fait, ça leur a pas plu, et ils ont décidé de nous laisser l'arrêté d'insalubrité, alors même qu'on avait fait constater par huissier l'appartement, et qu'un huissier avait constaté qu'il n'était pas insalubre, sachant que entre guillemets un fonctionnaire de mairie et un huissier, entre celui qui a quand même le plus d'expérience et qui a une voix qui est censée porter le plus lourd, c'est quand même l'huissier. Et malgré ça, ça ne suffisait pas pour terminer cette histoire-là. Et comment on l'a terminé, c'est que c'est nous-mêmes qui avons retrouvé un logement social pour la locataire. Ah Donc par ouais. le biais de notre Ouais, réseau personnel, on lui etc., a payé la caution, on lui a on a payé la tout fait caution pour pour qu'elle qu'elle puisse déménager au plus déménager. vite. Et ça, c'est vrai que ça a été un petit peu un. Ouais, ça nous a remis un petit coup, parce que, bon, il y a certes, je sais pas, ça nous a coûté, on avait compté, ça nous a coûté entre 15 et 20 000 à peu près cette Mm. histoire. Donc il y a le coût quand même de cette opération-là. Et puis vraiment l'insensation d'acharnement de l'État, alors que vraiment on n'avait rien demandé. Et je veux dire, c'est même pas une locataire avec qui on était dans des Mauvaise. mauvais termes. Non. C'était pas l'amour fou, mais je veux dire, c'était cordial. Quand il y avait un problème, elle nous le disait, on le réglait. Enfin, je veux dire, on était dans une relation à peu près normale de propriétaire-locataire. Et même elle, c'était pas spécialement quelqu'un de vindicatif contre nous. Je pense que quand elle a contacté l'assistante sociale, même elle ne se doutait pas de tout ce qui allait se passer derrière. Et vraiment, c'est parce que, entre guillemets, on a eu la malchance de tomber sur quelqu'un qui n'aime pas les propriétaires, tout Ouais. simplement. Ouais, ouais, en fait, elle s'est laissée conseiller par des gens qui lui ont dit fais Exactement. ci, fais ça, et puis bah, elle a dit bon bah ok, ah oui, c'est comme ça qu'il Oui. faut faire, ah ok. Oui. Ouais, les gens ils se. Ouais, ouais. Ok, ah ouais, donc vous avez quand même eu des belles. Ouais, des Ouais, petites on a eu galères. quelques tuiles, Ouais. effectivement. Ouais.
Mais c'est pas mal parce que je trouve que dans la façon dont vous racontez, bon, c'est sûr que sur le moment, peut-être que vous raconteriez pas ça de la même façon, Oui, parce que... Ouais, Mais une fois que c'est passé, c'est vrai qu'on a un peu de recul, non? oui, voilà, en fait, faut prendre du recul un petit peu sur ce qui se passe. En fait, on en sort un petit peu grandi, tu vois. On se dit, bah, en fait, plus le problème est gros et si on arrive à le résoudre, si tu veux, maintenant, il n'y a pas grand-chose qui nous émeut. Bah, s'il y a un dégât des eaux, bon, bah, ok, on va appeler l'assurance et c'est pas la fin du monde. Tu vois, je pense que tu prends du recul sur tout. ouais, notre propension à gérer les problèmes, du coup, augmente avec bah, le nombre de lots. Et il faut savoir un peu se protéger parce qu'en fait, sinon, je pense que tu fais un burn-out, en fait. C'est de charge mentale, de problèmes à gérer, de soucis, tu sais, du risque financier en fait que ça représente parce qu'on s'est dit putain mais en fait on peut pas vendre notre appart. Bientôt on va avoir des saisies sur les comptes par le préfet en fait Oui, si parce qu'en fait, tu as un délai en plus pour faire les travaux. Et si tu arrives au bout du délai, c'est jusqu'à 100 euros par jour de pénalité. Donc, ça peut aller jusqu'à 3000 balles par mois pour en plus ne pas avoir de loyer et pas pouvoir vendre ton bien. Enfin, c'est ça c'est le prêt passé alors qu'il n'y avait pas de loyer en face alors ok c'était amorti par le reste mais on s'est dit putain en fait on travaille heureusement qu'on avait le reste, quoi. ouais on travaille bah, comme des fous pour qu'en fait ça paye pas enfin tu vois tu peux vite te monter la tête et je pense que tu peux vite faire un burn-out donc faut apprendre à prendre un peu de recul Oui. sur tout ça. Et c'est pour ça que tu vois, ça c'est un truc, bon, je pense que c'est plus un message qui va s'adresser un peu à des investisseurs relativement avancés, parce qu'il ne faut pas dire ça à un débutant, mais je pense que l'immobilier, un peu comme toutes les classes d'actifs, il faut accepter qu'au bout d'un moment, il y a des pertes. Ouais, Dans le sens que quand tu investis en bourse, en général, tu le sais que tu vas te constituer un portefeuille de TF, d'actions, peu importe. Sur le long terme, ça va payer. Tu vas avoir un peu un effet d'intérêt composé, mais tu sais jamais comment, pour X ou Y raison, il y a une de tes lignes, ça va pas bien se passer, un licenciement de PDG, on se rend compte que l'entreprise avait menti sur ses comptes et hop, l'action s'effondre, elle ne reviendra jamais à sa valeur et entre guillemets, tu auras une perte sur cette ligne-là. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ton portefeuille dans la globalité. Et nous, on en est arrivé à la conclusion que l'immobilier, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que sur le long terme, ça paye, ça va grossir de plus en plus, que tu vas faire des très très bonnes opérations, parfois même meilleures que ce que tu envisageais quand tu l'as lancé, mais des fois, il y a des moments où tu vas devoir perdre un peu, ça peut être sur des artisans, sur un chantier, ça peut arriver, voilà, un un artisan qui fait pas bien surcoût. son travail, un surcoût, une arnaque, ça peut être un impayé, des fois voilà, tu dois laisser quelques mois de loyer s'en aller, ça fait partie du jeu, ou comme nous, ça a pu nous arriver, on prend des trucs un peu plus sérieux comme un mort dans un appart, ou comme un arrêté d'insalubrité d'une mairie, où là aussi tu vas avoir des pertes, mais ce qu'il faut regarder, c'est que on est quand même très content et beaucoup plus riche aujourd'hui qu'on ne l'était quand on a commencé. Donc la réalité, c'est que quand tu regardes tout globalement, c'est quand même très intéressant de le faire, mais faut s'attendre quand tu vas commencer à multiplier les opérations qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des soucis. C'est pour ça que je dis toujours, la première opération, c'est la plus importante, c'est celle qui doit bien se passer, parce que si elle se passe pas bien, ça devient Mais vite ouais. compliqué de vouloir continuer, quoi. Ouais, mais c'est trop ça. En fait, finalement, même la morale de votre histoire, c'est le côté où, en fait, c'est dangereux d'avoir que deux ou trois biens, quoi. En Complètement. Ouais, fait, en fait, les vraiment. gens ils disent ah mais c'est risqué d'avoir beaucoup d'immobilier, mais non, en fait non. Ce qui est Non, risqué, c'est d'en avoir pas beaucoup parce que si t'as une tuile sur tes peu de l'eau, exactement. t'es tout de suite dans la muise, alors que si t'en as 20, 30, 40, 50, en fait, quand il y en a un qui se passe pas bien, bah ça nous passe dessus, quoi. C'est ça. Complètement, mais Tu tu peux même relativises. faire la comparaison, je sais pas moi, avec un chef d'entreprise qui a des clients. Celui qui a 3 clients, ben, il est quand même plus en risque que celui qui a 100 clients. Il y a peu de chances que les 100 clients du jour au lendemain Bah arrêtent de travailler exactement. pour lui, alors que s'il en a que 3, il y en a un qui s'en va, c'est déjà un tiers de chiffre d'affaires en moins, quoi. Bah c'est ça, c'est ça. Ok, bah trop bien. Et donc j'avais encore deux questions. C'est Oui, vous avez jamais été tenté par faire de la location courte durée? Vous avez que fait de la location longue durée? oui. C'est Ouais, un choix? Ou alors, comment? bah oui, parce que du coup, on n'a jamais fait de location courte durée, tout simplement parce que, bah, quand même, entre le moment où on a commencé à travailler et là où on a quitté notre job, nos vies, elles étaient quand même très remplies. C'est-à-dire que, bah, on allait travailler, il fallait gérer l'IMO qui grossissait de plus en plus. Enfin, on faisait en sorte tu sais, de garder notre rythme d'étudiant pour mettre à mort d'argent de côté. Et en fait, la LCD, pour nous, c'était un trop... Ça prendrait trop de temps, en fait, en termes de gestion. Et c'était le genre de problème qu'on aurait aimé... Enfin, qu'on aurait préféré s'éviter, en fait. Malgré le cash flow qui est intéressant, etc. L'automatiser, ça aurait été trop compliqué pour nous. Du coup, on l'a jamais fait. Et quand on écoute quelques expériences sur la LCD, on n'est toujours pas convaincu de ça. En fait, tu vois, moi, mon avis sur la LCD, au début, forcément, quand tu commences, tu as peu de biens. C'est là où ça peut être intéressant parce qu'entre guillemets, ton immobilier ne te prend pas beaucoup de temps. Donc, entre guillemets, si tu as deux trois apparts, tu en as peut-être deux ou même les trois en LCD.
Oui, ça va prendre du temps. Oui, on est un peu plus loin des revenus passifs. Tu es un peu plus dans quand même une certaine activité que tu dois gérer, mais ça peut te permettre effectivement d'aller vite et de le faire beaucoup de cash. Nous, comme on est très vite parti dans une optique d'en faire beaucoup et que sur nos premières OP, on n'a pas spécialement non plus trouvé de biens qui s'y prêtaient. Tu en aurais eu un immeuble super bien placé avec une vue, on se serait peut-être dit ah tiens, ça vaut quand même le coup de tester. Non, on a eu des immeubles qui étaient très bien mais qui se prêtaient pas à la LCD. Et en fait, on est vite arrivé au point où on s'est dit, soit on va passer beaucoup de temps à gérer finalement peu de biens, ou alors on essaye de rendre ça le plus automatisé possible. Donc on fait une croix sur les investissements qui prennent trop de gestion, et tout de suite on se met dans l'optique que, ok, on va en avoir beaucoup, donc en fait, il faut qu'on économise notre temps et notre énergie. Mais c'est exactement le même raisonnement qu'on avait eu. Donc, avec Cyril aussi, nous, on fait pas de location courte durée. C'est Ah, qu'en fait, Ah, à un moment ok. donné, ton énergie, en fait, t'as une énergie limitée, t'as un c'est ça, temps limité. Donc, exactement. en fait, nous, on s'était posé, on s'était en mode, bon, est-ce qu'on se lance dans la location courte durée des immeubles qu'on a déjà, ou est-ce qu'on se concentre sur acheter un troisième immeuble? Bah ouais, en fait, Ouais, on C'est plus achète un rentable. troisième immeuble. En fait, faire les deux, c'est tout de suite, Et là, pareil, est-ce qu'on s'amuserait à passer des trucs en LCD? Ben non, on achète un quatrième immeuble à 1 million et on Complètement. continue, quoi, tu vois. Oui. clairement. C'est trop petit joueur. En fait, il y a un moment donné où tu te dis, bon, après, voilà, peut-être qu'il y en a qui commencent en LCD, qui deviennent tellement bons, qui automatisent tout, qui ont leur femme de ménage, machin, et qui peuvent faire grossir le truc. J'en avais déjà vu, Oui. mais c'est vrai que là, c'est En plus, rigolo parce qu'il y en a beaucoup que je peux peut-être interviewer sur le podcast oui. d'ailleurs, qui ont peut-être 10 biens à tout casser en LCD, mais en fait, je préfère être largement à votre place, avoir 50 biens en location longue durée, que d'avoir 10 biens en location courte durée, en fait. C'est ça. Totalement, surtout que moi, c'est souvent ce que je recommande un peu et ce que je vois qui marche bien, c'est qu'en plus, le marché de la LCD, ça évolue super vite. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'IMO en 2017-2018, tu faisais de la LCD à peu près dans n'importe quelle ville, c'était Ouais. facile, tu n'avais pas d'interdiction, tu pouvais louer cher parce que les gens, ils voulaient pas aller à l'hôtel, tu n'avais pas besoin de te démarquer de fou. Après, il y a commencé à avoir plus de concurrence, donc tu devais louer un peu moins cher ou faire un bien un petit peu mieux ou mieux choisir ton emplacement. Et Faire une si je déco devais de fou, je dirais même. Enfin, voilà, c'est ça, Et faire un maintenant, truc à terme, Et maintenant, une ils sont en mode extension. atypique, expérience Oui, de dingue, senteur. Tu sais, c'est la c'est ça, surenchère, quoi. T'en complètement. finis plus, là. C'est ça. Mais par contre, ce qui marche encore aujourd'hui, c'est quand tu veux faire un peu des modes d'exploitation un peu plus efficaces. Je conseille de quand même le faire sur les premiers biens. Mais si par exemple tu fais une colocation, tu risques d'avoir un peu de vacances l'été parce que tes colocataires, ils vont pas tous garder leur chambre. Tu peux te mettre d'accord avec eux, ils quittent l'appart mi-juin, ils reviennent mi-septembre. Et là, pour le coup, tu peux faire de la LCD, mais que sur une petite durée, sur l'été, parce que tu es dans. Enfin, je parle pour un peu notre zone, parce qu'on Oui, a oui, Montpellier, oui. donc c'est assez intéressant l'été. Mais je pense même qu'il y a pas mal de villes où il y a quand Ouais, même ça doit les se gens faire, partent en ouais. vacances l'été de toute façon, où ça se fait. Et là, dans ce cas-là, je l'entends sur, on va dire, tu vas en fait augmenter un petit peu ta renta annuelle en faisant plus de loyer l'été que tu en feras sur le reste de l'année. Pour moi, ça s'entend. Et si jamais tu n'as plus le temps ou si jamais ça marche pas bien, ben simplement tu restes en location longue durée et entre guillemets, ça ne remet pas en question ton investissement. Ouais, c'est rigolo, on se rejoint sur pas mal de choses. Et par rapport aux marchands de biens, parce que ça aussi, c'est très à la mode, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, ça... Voilà, ça m'intéresse. Est-ce que ça nous... Je pense qu'on aurait bien aimé en faire. L'occasion s'est pas spécialement présentée. Moi, je pense qu'il faut que ce soit quand même bien encadré d'un point de vue TVA, etc. Donc, moi, c'est mes alertes comptables hein, quand je vois Ouais. marchand de biens. Je pense que c'est une bonne idée pour lever du cash rapidement. Après, voilà, c'est encore une fois, c'est du travail, c'est de l'expertise. Pour l'instant, nous, l'occasion s'est pas présentée et je pense que si elle se présente, il faut qu'on soit avec d'autres associés qui ont déjà fait ça. Je pense pour limiter un peu le risque. Moi, en comptage, j'en ai trop vu qui se sont cassés la nénette dessus avec des opérations pas rentables ou une fiscalité pas maîtrisée dessus. Oui. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, je te rejoins assez là-dessus. Moi, en fait, pour moi, le marchand de biens, il y a un peu deux versions. Tu as la version un peu mode facile qu'on a essayé de faire, juste on n'a pas réussi à trouver le bien qui nous intéressait. C'était de le faire en résidence principale, tout simplement. Entre guillemets, t'abstiens un peu des problématiques de responsabilité parce que tu Oui. restes un particulier, tu es exonéré de plus-value, donc tu n'auras pas de problème de fiscalité. Et ça, on a essayé de le faire parce que c'était un peu plus dans nos cordes, on va dire, de trouver une maison, un bel appart, de le retaper et de créer de la valeur ajoutée
adapté de cette manière. Ça marche bien, mais tu vas être capé à faire une, deux, peut-être trois opérations. Donc, c'est bien pour, on va dire, se lancer et commencer à construire du cash. Maintenant, si tu veux te professionnaliser là-dedans, donc commencer à faire des OP plus gros, si tu prends, je sais pas moi, un immeuble de bureau, tu en fais des appartements, ben, tu vas avoir besoin d'un géomètre, des Nédis, d'un permis de construire. Il va falloir beaucoup de corps de métier assez compliqués. Et en plus, ça prend beaucoup de temps. Et pour connaître beaucoup de marchands de biens, parce que c'était une partie de ma clientèle quand j'étais banquier d'affaires, grosso modo, une OP qui prenait 2 ans en 2018, elle prend 3 ans aujourd'hui. Donc il faut quand même avoir ça à l'esprit et pas se dire non mais tranquille, là on commence en janvier, on aura fini en septembre. Non, ça ne, sauf si c'est juste de la rénovation de seconde œuvre. Mais si tu fais une vraie division, quelque chose où il y a beaucoup de valeur ajoutée pour gagner beaucoup d'argent sur ton OP, ça sera plus difficile. Et le dernier point qui fait aussi qu'on n'en a pas fait pour l'instant, c'est que nous on était salariés pour lever de la dette. Donc entre guillemets, on voulait lever de la dette à long terme parce qu'on se disait, bah, de toute façon, une fois que notre dette elle est levée, on peut se permettre de plus avoir nos CDI, mais on sait qu'aujourd'hui, ça sera un peu plus difficile. C'est pas impossible, mais on sait qu'on sera moins sexy et qu'entre guillemets, on n'aura pas le même rythme d'acquisition qu'on avait avant. Donc, on a mis tous nos efforts dans trouver des biens qu'on voulait garder à long terme, plutôt que de trouver des biens qu'on voulait faire financer à court terme, où on se disait, bon, ben, la banque, elle va nous suivre parce que pour l'instant, on est en CDI, on fait une belle OP, ok, on a levé du cash, mais l'an prochain, si on n'a plus nos CDI, elle va nous dire, bah, c'est bien, vous avez fait la première OP, mais maintenant, entre guillemets, vous êtes moins finançable, donc je ne vous suis pas. Donc Bah c'est ouais. pour ça qu'on attendait aussi d'être dans un moment qui va sans doute nous arriver, je sais pas, cette année, l'an prochain, l'année d'après, où on va avoir un peu plus de cash du fait peut-être d'un arbitrage de patrimoine ou du fait que peut-être on aura pas mal d'argent sur les comptes dû au loyer qu'on n'aura pas utilisé pour se dire, ok, on a peut-être un petit capital qui nous permet de reprétendre à lever de la dette pour du marchand de biens et effectivement, comme l'a dit Marie, éventuellement de s'associer avec quelqu'un, au moins pour la première opération, qui a un peu les connaissances là-dedans pour éviter de faire des erreurs. En fait, on n'a pas envie de démarrer, de se dire, bon, ben, on n'a pas gagné grand-chose, on a beaucoup appris, je préfère autant gagner moins, mais gagner parce que je l'aurais fait avec quelqu'un. Ouais, et puis par rapport aux marchands de biens, c'est la chose que j'ai envie de. Le calcul qui m'est venu en tête tout à Oui, l'heure, c'est que vous avez 3 millions bruts de patrimoine, vous l'avez fait en 6 ans, donc grosso modo, vous avez grossi de 500 000 euros bruts par an de tout à fait. patrimoine. Et en fait, par rapport à un marchand de biens, bah, si tu fais tes 100 K de bénéfices sur une opération, bah, tu es déjà content. Donc en Oui, fait, il y a meilleur temps de lever, de faire grossir son patrimoine brut de 500 000 par an plutôt que de se casser la tête à faire des opérations, même que je trouve plus risquées, parce que quand même, marchand de biens, c'est quand même plus risqué, tout à fait. pour faire juste 100 000 de bénéfices par an, bah ok, c'est sûr, les gens ils disent 100 000 c'est beaucoup, mais en fait, non, c'est pas beaucoup. Oui. Enfin, voilà. Bah, en fait, si tu fais 100 000 bruts, bon, est-ce que c'est hors taxe ou Ouais, TTC? je pensais 100 000, Ça rien que déjà t'écarte. 100 000 dans la poche, mais tu vois, Oui, entre 500 000 levés sur le long terme, vous avez pris votre ticket, c'est remboursé tout seul et ça tourne. oui, Je trouve qu'il vaut mieux créer de l'énergie sur faire grossir le patrimoine. Pour moi, ma philosophie sur le marchand de biens, c'est que c'est vraiment bien pour les gens qui n'ont pas de cash et qui veulent se faire du cash au oui. démarrage. Mais une fois que c'est en route, Oui, à ce moment-là, autant qu'ils fassent une revente de RP. Ça sera pour moi le ouais, plus simple d'un point de vue juridique, fiscal. Ils vont avoir plus de cash, ils prendront moins de risques voilà. et c'est des OP qui sont plus faciles. Ok, on est d'accord. Ok, bah, c'est super. Franchement, bah, bravo en tout cas. Mais Les gens merci. Merci. qui ont bien aimé votre énergie, qui se sont dit, ah mais carrément, Marie et Julien, ils sont top. Comment est-ce que les gens peuvent faire pour vous suivre? Parce que vous êtes aussi podcasteur, donc vous Oui. avez un compte Instagram, donc je vous laisse vite fait Ouais. vous expliquer où est-ce que les gens peuvent vous retrouver s'ils ont envie de suivre votre aventure. Alors, bah, pour le podcast, du coup, c'est Quitte le Boomer Dream sur toutes les plateformes. Ok. Et après, sur Instagram, du coup, notre Instagram, c'est la flouserie, tout simplement. On essaye de partager un petit peu notre vie d'investisseur. C'est ça ce qu'on fait là-dessus. Et pour la petite anecdote, pour qu'on appelait notre podcast Quitte le Boomer Dream, c'est justement en fait, euh, nous, on a toujours considéré que le métro, boulot, dodo, le fait de voilà avoir un travail, acheter sa maison, bah en fait c'était un peu le rêve des vieux, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Quitte le Boomer Dream. Arrête de rêver comme tes parents, quoi. Ok. Trop bien. Mais en plus, ça parle par rapport à ce que tu avais dit aussi au début. Oui, Tout à fait. c'est ça. Ok, donc trop bien. Bah, ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais mettre les liens dans la description. Donc Ok. Bah, merci à voilà. toi. Et puis bah, merci mille fois en tout cas d'être venu sur le podcast. Merci à toi de nous avoir C'était reçus. C'était génial. super Ouais, cool. franchement, on a passé un super moment. Merci. Salut, salut. Salut.